Donc voilà, je me suis déjà présenté, donc je suis François Pogam, étudiant doctorat au département d'informatique. Et donc Yacine m'a invité dans ce cours pour faire une présentation sur l'intelligence artificielle et les neurosciences, donc quels sont les liens des deux. Euh, voilà le plan de ma présentation, donc qui va s'axer sur deux aspects. Donc dans un premier temps, je vais me concentrer sur l'intelligence artificielle pour un peu décrire ce que c'est, les grands principes. Alors, c'est pas tous les grands principes, mais j'ai choisi quelques grands principes qui représentent bien le domaine et qui ont marqué l'évolution du domaine ces dernières années. Donc, je vais partir de l'origine, l'échec des systèmes de règles qui ont été les premiers succès et les premiers échecs de l'intelligence artificielle. Après, on va passer sur les neurones artificiels, les premiers réseaux apprenants, ensuite les réseaux qu'on appelle profonds et les convolutions. Tout ça pour vous donner un aperçu de comment on est arrivé à maintenant avoir des réseaux de neurones artificiels qui marchent très très bien. Et dans un deuxième temps... Pardon? Je pense Ok. qu'il y avait un micro ouvert, c'est tout. Ok. Oui, si vous avez des questions, je préférerais plutôt qu'on les garde pour la fin. Comme ça, normalement, il y aura assez de temps. Je vais essayer de me dépêcher pour qu'il y ait assez de temps pour des questions. Voilà. Et donc, dans une deuxième partie, je vais faire le lien avec les neurosciences, de l'inspiration et l'explication. Donc, on va revenir sur ces réseaux neuronaux artificiels et montrer en quoi ils sont, qu'est-ce qu'ils ont en rapport avec les neurones biologiques, les réseaux neurones biologiques, mais quelles sont les différences. Et puis ensuite, je vais vous montrer deux applications de l'IA à la neuroscience. Donc, en partie le brain encoding et decoding, et quelque chose plus pour le futur sur lequel on travaille, qui est le brain augmented learning. Donc, pour parler d'intelligence artificielle, souvent on a un peu de mal parce qu'on n'a pas toujours les mêmes définitions, notamment comme c'est un concept qui a été beaucoup repris par la science-fiction, qui a beaucoup nourri l'imaginaire. On a tendance à imaginer beaucoup de choses, et en particulier comme le terme intelligence dans l'intelligence artificielle est très difficile à définir. On a beaucoup de définitions contradictoires de ce que c'est l'intelligence. Enfin, c'est très difficile à définir strictement. Donc les gens peuvent avoir des approches très différentes de l'intelligence artificielle, ce qui va pousser certaines personnes à nier complètement le concept et dire que l'intelligence ne peut pas être mécanisée, etc. Donc pour savoir de quoi on parle, on va revenir en fait au moment qui a construit ce domaine de recherche d'informatique, parce que l'intelligence artificielle, c'est avant tout un domaine de recherche en informatique. Et ce moment, en fait, où le terme a été employé pour la première fois, c'est la conférence de Dartmouth en 1956, qui a été organisée par un chercheur en informatique, John McCarthy. Et son idée, c'était de réunir tous les grands chercheurs en informatique de son époque pour essayer de pousser plus loin la recherche en informatique, et notamment d'aller vers l'intelligence et d'imiter l'intelligence humaine. Alors, pour ne pas biaiser la façon dont lui-même décrit la conférence dans son abstract, j'ai mis carrément la citation exacte de l'abstract qui décrit cette conférence. Donc, je vais vous lire. The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it. An attempt will be made to find how to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. Donc on voit déjà que ça part d'une hypothèse, et cette hypothèse, c'est que on peut simuler any feature of intelligence, que en principe, en fait, tous les processus intelligents faits par l'homme peuvent être découpés en petits bouts suffisamment simples pour qu'on puisse les décrire par des algorithmes, les implémenter dans une machine et avoir une machine qui reproduit ces fonctions intelligentes. Donc c'est une hypothèse qui donc c'est pas une vérité absolue, c'est une hypothèse, mais qui jusqu'à maintenant, en tout cas pour certaines fonctions, on voit qu'on y arrive. Ce qui est difficile après, c'est de rassembler toutes ces fonctions dans une seule entité, une seule machine qui pourrait tout faire à la fois, être aussi intelligent que nous. Donc ça, on l'a pas encore. Ce qu'on appelle une IA forte. Une IA qui serait consciente, qui aurait beaucoup de ce que nous, on a comme fonctionnement intelligent. Donc on voit qu'à la base, ce n'est pas forcément directement cet objectif-là qu'ils ont. C'est vraiment de découper comment on fait pour reconnaître un objet, comment on fait pour manipuler des symboles, du langage par des symboles, etc. Alors on voit aussi qu'il y a un focus sur l'apprentissage, donc every aspect of learning, c'est le premier exemple qui est donné. Après, on a d'autres exemples comme le langage, manipuler des concepts abstraits. Et aussi improve themselves, donc que les machines puissent s'améliorer et donc continuer à apprendre et à améliorer. Et en fait, ça c'est très en rapport avec l'actualité, parce que maintenant, en fait, presque tout le domaine de l'IA concerne plus que l'apprentissage, parce qu'on peut faire en sorte que des machines reconnaissent des objets et on peut leur dire exactement comment le faire, mais c'est encore mieux si elles peuvent apprendre à le faire elles-mêmes.
Donc la plupart des efforts en recherche d'intelligence artificielle, c'est comment faire en sorte qu'une machine apprenne à reproduire des fonctions intelligentes de l'homme. Alors, les premiers grands succès de ça, donc ça a été les systèmes experts. En tout cas, les premiers grands succès qui ont été appliqués dans l'industrie et qui ont eu des impacts dans la vie de tous les jours de beaucoup de monde. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'IA sémantique. Parce qu'en fait, c'est de l'IA basée sur des règles. Et en fait, comment ça fonctionne? Pourquoi ça s'appelle système expert? C'est parce qu'en fait, on a besoin d'un expert humain pour le faire. Donc, en fait, on a besoin d'un problème où on peut très bien décrire toutes les données du problème, toutes les règles, et on va demander à un expert d'expliciter toutes ces règles et de les lister et de les donner à un algorithme qui va pouvoir les agencer d'une certaine manière, qui va pouvoir résoudre la tâche qu'on veut. Donc, un exemple concret, c'est le diagnostic médical. On va demander à un médecin de lister tous les symptômes qui peuvent exister. Ensuite, on va lui demander de lister toutes les maladies qui peuvent exister et toutes les règles entre quels symptômes correspondent à quelle maladie. Et ensuite, ce que va faire la machine, c'est qu'elle va combiner toutes ces règles d'une façon intelligente pour que quand on présente un utilisateur devant l'algorithme, elle va lui poser les questions les plus efficaces pour déterminer quelle maladie il a. Donc, pour représenter ça sous la forme d'un arbre, c'est ce que j'ai mis ici. Alors, j'ai mis totalement au hasard, essayez pas de vous autodiagnostiquer avec ça, ça ne marchera pas. Mais la seule partie intelligente, c'est comment la machine va combiner les règles qu'on lui a déjà données. Mais on voit que ce n'est pas très satisfaisant parce que ces règles, elle ne les a pas trouvées toutes seules. Il faut qu'il y ait un humain derrière qui ait trouvé les règles et qui ait créé les règles lui-même pour que ça marche. Alors, comme j'ai dit, ça a eu des succès dans beaucoup de domaines où le problème est très compris, très carré. On sait quels sont les symptômes, les maladies. C'est définissable assez bien de façon concrète. Mais le problème, c'est qu'en fait, dans beaucoup de problèmes de la vie de tous les jours, ce n'est pas possible de décrire aussi précisément et d'avoir des règles qui marchent toujours, qui marchent dans tous les cas et qui soient descriptives de façon totale et non ambiguë. Pour vous convaincre de ça, il y a un exemple assez simple, c'est comment décrire un vélo. Comment reconnaître un vélo sur une photo. Alors, si on demande à un humain de créer des règles pour dire est-ce que cette photo ou pas représente un vélo, on va pouvoir se dire ah, bah alors, un vélo, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui a deux roues, qui a deux pédales, qui a une chaîne, qui a un guidon et qui a une selle. Donc, si ça a ça, c'est un vélo. Ça paraît assez correct comme règle pour reconnaître un vélo. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, on va rencontrer tout plein d'exemples qui brisent une ou plusieurs de ces règles, mais que nous, intuitivement, on va quand même associer ces exemples à des vélos. Et donc, et que si on veut vraiment faire un système de règles qui corresponde à tous les exemples, en fait, on va devoir quasiment rajouter une règle par exemple qui brise les règles précédentes. Et donc, ça devient beaucoup trop complexe de suivre toutes les possibilités et de juste lister des exemples pour chaque chose possible. Donc, on voudrait en fait que la machine puisse, à partir des données, trouver elle-même les règles qu'elle va utiliser pour faire la décision. Et on voit d'autant plus la difficulté que pour nous, pour un humain, en fait, ces règles sont tout à fait inconscientes. On n'est pas conscient du processus qui fait que de notre vision d'un vélo ressort l'impression qu'on voit un vélo. Donc, pour arriver à des systèmes qui soient capables comme ça de créer leurs propres règles à partir d'exemples, en fait, c'est les systèmes qui marchent très bien pour ça actuellement sont les réseaux de neurones. Alors, pour comprendre comment fonctionnent les réseaux de neurones, les réseaux de neurones artificiels, il faut revenir au modèle de neurones artificiels. Alors, il a été introduit, vous voyez, même bien avant la conférence et toutes ces histoires d'IA. C'était en 1943, McCulloch et Pitts. McCulloch qui était un neuroscientifique et Pitts qui était un mathématicien. Et en fait, à l'époque, McCulloch voit beaucoup, il est très au courant de la recherche en logique mathématique, où les gens essayent de mathématiser la logique et la manipulation de prédicats. Donc ça va être, on va remplacer des phrases par des variables. Donc si je dis il fait beau dehors, ce sera une variable x qui aura une valeur 1 si c'est vrai ou 0 si c'est faux. Et ensuite, en mettant des règles sur ces variables-là, on va pouvoir définir des règles logiques. Si A implique B et que A est vrai, alors B est vrai, tout ça, etc. Donc ça, on va pouvoir rendre ça mathématique dans une formalisation mathématique qui s'appelle l'algèbre de Boole. Donc en fait, on manipule des valeurs booléennes qui sont juste 0 ou 1, vrai ou faux. Et en fait, McCulloch va se dire,
quelque chose qu'ont déjà pensé les philosophes avant lui, qu'en fait, quand on réfléchit, en fait, ce que fait le cerveau, c'est manipuler ce genre de variables-là. En fait, dans une discussion, quand je fais un raisonnement, en fait, il va se dire qu'inconsciemment, les neurones traitent des petites variables vraies ou faux et les combinent de façon logique pour qu'à la fin, ma pensée se traduise en raisonnement logique et rationnel. Donc, il va se dire, si ça se trouve, en fait, ce que manipulent les neurones dans le cerveau, ce sont des petits signaux qui représentent des phrases ou des vérités, et les neurones les combinent pour créer des nouvelles règles d'association, de vérité, etc. Donc, il va vouloir mathématiser ça, en fait, dans une algèbre de Boole avec des valeurs 0 ou 1. Donc, pour faire ça, il va créer le modèle computationnel du neurone, qui est une version extrêmement simplifiée du neurone biologique. À peu près le seul rapport avec un neurone biologique, c'est qu'il y a plusieurs entrées, une seule sortie, et qu'il y a un effet de seuillage, en fait, où la sortie, ce sera tout ou rien, 0 ou 1. Ce qui sont des éléments qu'on retrouve dans les neurones biologiques, parmi beaucoup d'autres mécanismes. Mais il va montrer que c'est suffisant pour avoir une modélisation utile de l'algèbre booléenne. Donc, en fait, on a nos différentes entrées, les différents x. On a une fonction g qui va être une fonction d'agrégation qui va servir à combiner toutes ces entrées. Donc, en fait, on va utiliser une somme, tout simplement. Et une fonction f, qu'on appelle fonction d'activation, qui va définir à partir de cette combinaison d'entrées, est-ce que la sortie est 0 ou 1. Et en fait, on peut voir assez simplement que selon la fonction d'activation qu'on choisit, on peut reproduire les fonctions logiques de base qui sont ou, et non. Donc A ou B, A et B, ou non A, qui est la négation d'une phrase. Et en fait, ça, on savait depuis un moment que ce sont les opérations de base de la logique binaire et qu'en fait, avec ces opérations-là, on peut implémenter n'importe quelle fonction binaire. Donc en fait, il a montré qu'avec ces neurones-là, si on les combine d'une certaine manière, n'importe quelle fonction binaire, n'importe quelle fonction qui représenterait un raisonnement logique, peut être implémentée avec ces neurones-là. Donc, en fait, on pourrait même construire un ordinateur juste en utilisant ces neurones-là. Donc, a priori, si on peut construire un ordinateur, peut-être qu'on pourrait construire un cerveau. Donc ça, c'est très bien, mais un peu plus tard, en 1958, il y a Rosenblatt qui se dit, c'est super, on peut faire toutes les fonctions qu'on veut, mais encore faut-il savoir comment brancher les neurones entre eux pour avoir la fonction qu'on veut. Ce serait vachement plus efficace si, en fait, les neurones pouvaient s'adapter à la fonction que je veux et pouvaient, c'est pas à moi de les brancher comme il faut, c'est à eux de trouver, en fait, comment se paramétrer pour faire la fonction que je veux. Et donc, pour faire ça, il va s'inspirer des travaux de Hebb, donc il y a un autre neuroscientifique, et qui a montré la loi de Hebb, en fait, qui stipule que si deux neurones sont connectés, en fait, plus la connexion entre les deux neurones biologiques va être utilisée, plus elle va se renforcer. Et inversement, si deux neurones sont connectés, mais que le lien entre les deux est jamais utilisé, il va s'affaiblir et puis éventuellement disparaître. Et en fait, ça, il a pu montrer que simplement cette règle de renforcer ce qui est utilisé et d'atténuer ce qui n'est pas utilisé permet à des systèmes de neurones de s'adapter à des nouvelles situations et d'apprendre des nouveaux patterns pour pouvoir créer de nouvelles fonctions. Donc, il va essayer de reproduire ça avec les neurones artificiels et donc il va ajouter un élément aux neurones, c'est les poids en fait. Maintenant, les connexions ont des poids qui représentent leur force. Et donc, on va multiplier la valeur de l'input au poids avant de les combiner pour agréger tous les inputs et donner l'output. Et en fait, il va faire une règle assez simple. Si pour un certain ensemble d'XI, un certain ensemble d'entrées, on a une cible qu'on veut obtenir, en fait, on va calculer la sortie que nous donne notre neurone en fonction de nos entrées. Et en fonction de la différence entre la valeur cible qu'on veut obtenir et la valeur effectivement donnée par le neurone, on va quantifier une erreur. Et à partir de cette erreur, en fait, on va pouvoir modifier les poids pour les ajuster, pour minimiser cette erreur. Et il va montrer qu'avec cette règle simple, en fait, il peut ajuster les poids des neurones pour modéliser la fonction qui, à chaque exemple, donne une valeur cible. Et on peut modéliser la fonction qui est les poids des neurones vont converger vers un neurone qui modélise cette fonction-là. Le problème, c'est que cette règle, elle marche que pour une seule couche de neurones, en fait. Elle sert que pour régler les poids des neurones en fonction de la sortie directe de ce neurone-là. Si en sortie, on plug ça en entrée d'un autre neurone, on ne va pas pouvoir directement lier la sortie du second neurone au premier poids du premier neurone. Donc en fait, le problème, c'est que des réseaux comme ça avec une seule couche de neurones,
ça permet de résoudre que des problèmes dits linéaires. C'est-à-dire, par exemple, un problème où on veut séparer des points sur un plan. Là, on veut séparer les points bleus des points rouges. C'est linéairement séparable parce qu'on peut juste le faire en traçant une droite sur le plan et en séparant d'un côté ou de l'autre. Le problème, c'est que dans la vraie vie, les problèmes sont souvent beaucoup plus complexes. Par exemple, on pourrait avoir une disposition où les points rouges sont en rond au milieu et les points bleus sont tout autour. Il faudrait tracer un cercle pour avoir la limite entre les deux zones. Ben là, ce n'est pas possible avec ce type de réseau à une seule couche. Donc c'est là où c'était très impressionnant à l'époque, mais les gens sont vite abandonné l'idée parce qu'ils se sont dit c'est super, mais les problèmes linéaires, c'est pas les problèmes intéressants à résoudre. Donc, ça marche pas très bien. Donc l'intérêt pour ces réseaux de neurones a été un peu perdu. C'est pour ça qu'il a fallu attendre un peu plus de temps. Il a fallu attendre 86 avec Geoffrey Hinton, qui va introduire une règle qui va permettre de passer à travers les couches, en fait, de rétropropager l'erreur à travers des réseaux de plusieurs couches. Ce qu'on appelle la règle de rétropropagation du gradient. Et alors, en fait, cette règle a été découverte. Bon, on donne souvent le crédit, en particulier à Geoffrey Hinton, parce que c'est lui qui l'a beaucoup poussé dans le domaine des réseaux neuronaux et de l'intelligence artificielle. En fait, cette règle elle a été découverte au même moment par plusieurs chercheurs, dont Yann Lequin. Donc, en fait, il faut partager un peu le crédit. Mais en fait, ça fonctionne sur le même principe. Si je donne un input, par exemple, si j'ai un réseau qui va essayer de différencier les photos de chat des photos de chiens, je vais lui donner en entrée une photo de chat, donc il va juste voir les valeurs des pixels. Les valeurs des pixels vont être mises sur les neurones d'entrée. Ces neurones vont être connectés à une ou plusieurs couches qui sont dites cachées, parce que quand c'est ni la couche d'entrée ni la couche de sortie, c'est une couche qu'on dit cachée, elle est au milieu. Ensuite, ça va sortir à l'output et il va nous donner un output. Par exemple, il va nous dire c'est un chien. Alors, on dit ah ben non, nous on a un label associé à l'image qui nous dit que c'est un chat. Donc on va lui dire il y a une erreur. En fait, cette règle-là va pouvoir nous permettre de rétropropager l'erreur et de calculer en fait la contribution de chaque poids à cette erreur. Et en fait, on peut voir les poids, c'est une image que j'aime bien, comme une grande table de mixage où en fait, chaque poids dans notre réseau, c'est un petit bouton qu'on peut tourner pour rendre le poids plus fort ou plus faible. Et en fait, la règle de rétropropagation du gradient va nous dire, pour cet exemple-là, eh ben pour chaque poids, il va nous dire, ah, il a contribué tant à l'erreur, donc si tu le tournes dans tel sens plus ou moins fort, tu vas pouvoir réduire un peu l'erreur. Et en fait, il se trouve que si on répète cette tâche d'ajuster un peu les poids à chaque couple d'exemples entre input et label, si on fait ça pour beaucoup de labels et suffisamment d'itérations, on va pouvoir tourner tous les petits boutons, tous les paramètres vont trouver un ajustement où en fait ça va très bien marcher pour tous les exemples et potentiellement pour des exemples qui n'ont pas été vus pendant l'apprentissage. Donc ça pourra généraliser à nouvelles photos de chat qu'on ne lui a jamais montré quand on l'a appris. Et donc là, en fait, il va pouvoir, à travers cette optimisation des valeurs des poids, trouver tout seul les règles en fonction des valeurs des pixels, les règles qui vont lui donner la décision est-ce que c'est un chien ou est-ce que c'est un chat. Et en plus, on a encore mieux, parce que ça marche pour des photos, mais on a un théorème, donc démontré là aussi, donc d'abord en 89, puis après il y a eu des contributions qui l'ont agrandi un petit peu, mais en 91. On a le théorème d'approximation universelle qui nous dit qu'en fait, ce genre de réseau de neurones avec au moins une couche peut approximer n'importe quelle fonction continue, en tout cas en théorie. Donc c'est vachement pratique parce que du coup, n'importe quelle fonction euh, qu'on connaît, enfin, qui a des inputs attribuent des labels et qui continue entre input et label, mais ça, à la limite, c'est pas très restrictif parce on connaît des bonnes manières d'approximer des fonctions non continues par des fonctions continues. Donc en fait, on peut approximer à peu près n'importe quoi. Et c'est là où ça va avoir un regain d'intérêt assez important pour les réseaux de neurones parce que c'est très puissant. En fait, on peut en théorie tout approximer. Alors, dans la pratique, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en théorie, même avec une seule couche, on peut tout approximer, mais il faut que cette couche intermédiaire, la couche cachée ici, puisse avoir autant de neurones qu'on veut, donc potentiellement une infinité de neurones. Alors, dans la pratique, donc, il y a des problèmes où en fait, ce sera trop gros et on ne pourra pas l'implémenter vraiment. Et aussi, dans la pratique, c'est plus efficace d'avoir des couches plus petites, mais d'en empiler plusieurs. Ça va converger plus vite et ça va mieux marcher. Mais donc, sous réserve que le problème ne soit pas trop gros, en théorie, n'importe quel problème peut être modélisé par un réseau de neurones. Donc là, on voit que ce framework en fait, est vraiment très très puissant pour apprendre et modéliser. Alors, le dernier grand principe que je voudrais vous présenter, c'est les convolutions. Et alors là,
beaucoup plus lié au traitement d'images, parce que les réseaux de neurones, je vous ai montré des exemples avec des images, parce que c'est ce qui est en pratique le plus développé et qui marche très bien, et parce qu'on a beaucoup de données là-dessus, etc. Ça marche assez bien, mais dans la pratique, on peut faire des réseaux de neurones pour tout type de données, du son, du texte, un peu tout ce qu'on veut en fait. Parce qu'on voit que la règle d'apprentissage n'est pas liée au type de données. Mais comme on les a beaucoup utilisés pour les images, en fait, on a développé donc, les convolutions qui sont un type de réseau spécialement fait pour les images. Et alors, ça a été introduit en 80 par le docteur Fukushima, qui s'inspire de la compréhension qu'on a à l'époque des cellules du cortex visuel. En fait, on a découvert à l'époque qu'il y avait certaines cellules du cortex visuel qui étaient sensibles à certains features de l'image, en particulier des lignes dans une certaine orientation. Et d'autres cellules étaient sensibles plutôt à l'endroit où on était en train de se concentrer sur une image. Et donc, il a eu cette idée de comment on peut faire pour nos réseaux artificiels de retranscrire ces deux idées, de détecter des features et de détecter l'endroit où on détecte ces features. Et donc, pour ça, en fait, on a des filtres de convolution. Donc, c'est ce qui est montré là, pour un filtre, on a ce qu'on appelle un noyau de convolution. Alors voilà, c'est un peu plus compliqué, un peu plus mathématique, mais l'idée de base, c'est j'ai un filtre qui, selon les valeurs de mon filtre, va détecter plusieurs types, enfin un certain type de feature. Par exemple, ici, j'ai un filtre qui va détecter s'il y a des lignes verticales. Et donc, si j'applique mon filtre sur l'image, en fait, ce que je vais faire, c'est que mon filtre est plus petit que mon image. Et en fait, il va regarder juste une petite partie de mon image et va donner une valeur pour cette partie-là. Ensuite, il va se décaler un peu et il va donner une autre partie. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder est-ce qu'il y a une ligne verticale dans cet endroit-là. Si oui, je mets une valeur positive ici. Sinon, je mets 0, etc. pour toute l'image. Donc, en fait, si j'ai une image en entrée, si je passe ce filtre partout sur mon image, après, il ne me reste que les endroits où j'ai des limites verticales. Et je peux faire ça avec les limites horizontales. Et l'idée, c'est qu'après, on va pouvoir détecter des choses plus complexes. On peut imaginer un fil qui détecte est-ce qu'il y a un rond, est-ce qu'il y a un œil, etc. Et alors, c'est très pratique parce que déjà, ça reproduit les deux données qu'il y avait dans les cellules de artificielles. C'est filtrer des petits éléments de l'image et savoir où ils sont, parce que du coup, on a toujours la notion de localité sur l'image. Et ça exploite aussi le fait que ce soit invariant. L'idée que si on veut détecter un rond, qu'il soit en haut à gauche de l'image ou en bas à droite, on va le détecter de la même manière. Donc on n'a pas besoin d'apprendre des poids différents pour chaque endroit de l'image. Donc en fait, on va apprendre les mêmes poids du noyau, mais on va juste, en passant ce noyau partout sur l'image, en fait, ça correspond à partager les poids de chacun des neurones de sortie. Et donc ça permet d'accélérer beaucoup l'apprentissage parce que au lieu de réapprendre plein de fois la même chose, on va pouvoir apprendre une seule fois ça. Mais ça, c'est plutôt des considérations d'optimisation technique que biologique. Mais donc c'est ça, et donc finalement en fait c'est un moyen de filtrer et de détecter des petits features dans l'image. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après on peut les empiler et plus donc en combinant des features bas level comme juste des traits verticaux horizontaux. Après en combinant si dans cette image il y a à cet endroit il y a des traits verticaux et juste à côté il y a des traits horizontaux, on va pouvoir les combiner pour construire des fils qui détectent des choses de plus haut niveau. Donc, pour pouvoir empiler, donc là c'est en 89, Yann Lequin qui est le premier à appliquer la rétropropagation à ces réseaux de convolution. Et en fait, il a déjà une application pratique, c'est qu'il arrive à faire des réseaux qui reconnaissent les codes postaux manuscrits sur les lettres, en fait, pour détecter le code postal écrit. En fait, c'est pratique pour détecter les chiffres. On va pouvoir facilement détecter s'il y a une ligne horizontale et verticale, peut-être que c'est un 1, peut-être que c'est un 7, etc. Et donc, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que comme c'est des images, on peut visualiser ce qui se passe. Donc là, je vous ai mis un exemple d'AlexNet, qui est en fait le premier réseau profond de convolution qui a vraiment attiré l'attention. C'est en 2012, dans une compétition annuelle de détection, enfin de classification d'images, où on compare plein d'algorithmes pour classifier des images, est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un chien, etc. On utilise plusieurs algorithmes. Et jusqu'en 2012, en fait, ce qui marchait le mieux, c'était des systèmes où on faisait des règles à la main, comme les systèmes experts que je vous ai montré au début. En fait, on essayait de faire des règles à la main, des règles de s'il y a 4 ronds sur l'image, alors probablement que c'est une voiture. Enfin, j'exagère un peu, mais c'était cette idée-là. Et c'est le premier en fait qui a explosé tous les scores des autres en étant totalement en apprentissage supervisé de réseaux de neurones.
en apprenant les règles tout seul. Et donc, vous voyez que là, ici, en fait, ce qu'on voit, c'est les couches de convolution. Donc, on voit qu'on empile des convolutions et que plus on avance, moins elles sont, plus elles rétrécissent par rapport à l'image. Donc, plus on perd de l'information de localité, mais aussi plus elles sont épaisses, en fait, plus ça veut dire qu'on a de nombre de filtres, en fait. Et plus on va essayer de filtrer des trucs différents. Et en fait, ça correspond au fait qu'au début, sur les couches d'entrée, on va essayer juste de voir des features assez simples. Est-ce que c'est des traits en diagonale? Est-ce que c'est des traits horizontaux? Est-ce que c'est des gradients de couleurs? Est-ce que c'est telle couleur? Est-ce que c'est juste une couleur, un aplat? Et en fait, dans les couches suivantes, on va les combiner pour essayer de trouver des patterns un peu plus complexes. Alors, on voit, on a des quadrillages, on a des arcs de cercle. Et dans les dernières couches, on en a beaucoup parce qu'en fait, on va juste piocher parmi les features de moyen niveau pour essayer de retrouver des représentations beaucoup plus haut niveau. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de fils, parce qu'on a besoin de fils pour plein de choses. Est-ce que c'est une roue de voiture? Est-ce que c'est un volant? Est-ce que c'est une tête d'oiseau? Est-ce que c'est une ruche? Plein de choses. Et donc, on voit qu'il y a en fait, ça s'auto-organise de façon hiérarchique, où on va, à la même façon que dans le cerveau, en fait, on sait qu'il y a des cellules qui réagissent à des stimuli visuels très simples et qu'après, l'activité de ces cellules sont combinées par d'autres cellules dans d'autres endroits du cerveau pour les combiner en features moyen level, puis haut level sur des concepts beaucoup plus haut niveau, des visages, etc. Mais en laissant le réseau artificiel s'organiser comme il veut, il retrouve cette hiérarchisation des features à l'intérieur du réseau. Et après, bon, ça c'est l'aspect un peu rigolo, c'est euh, Google Deep Dream qui, avec un réseau, pas exactement celui-là, mais de ce même type, a exploité ça où en fait, au lieu euh, de, euh, d'optimiser les poids du réseau, en fait, on peut figer le réseau et juste optimiser l'input. Donc on lui met une photo de pizza et ensuite on regarde dans la dernière couche le neurone qui correspond à est-ce que c'est un chien ou pas. Parce qu'à la fin, du coup, dans les dernières couches, on a des neurones qui combinent tous ces features-là pour dire ah, est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un chien, etc. Donc on a un neurone qui quantifie le dogness de la photo. Et bien si on essaye de maximiser la photo de pizza pour maximiser la valeur de sortie de ce dogness, on va voir comment le réseau arrive à faire apparaître là où est-ce qu'il voit un peu des chiens, on va accentuer ça pour qu'il voit des chiens au maximum. Donc on voit un peu le genre de features qui fait apparaître sur une image, c'est une autre façon de visualiser les features que lui, il va chercher. Et donc, on voit comment il fait apparaître des truffes et qu'il est très concentré plutôt sur les visages des chiens que sur les corps, ce qui est un peu logique, puisqu'on lui donne des photos, quand les gens prennent les photos de leurs chiens, ils prennent la face de leur chien plutôt que leur face. Donc, il est un peu plus biaisé vers la face des chiens. Donc, un petit résumé de ce qu'on a vu sur les réseaux de neurones artificiels. Donc, ça peut approximer n'importe quelle fonction, encore une fois, en théorie. En pratique, on peut faire n'importe quoi, mais ça montre que c'est quand même très, très puissant comme framework. C'est pour ça que c'est très utilisé et que ça a beaucoup d'applications dans plein de domaines. Que la façon dont ça fonctionne, c'est que ça met à jour pour minimiser une erreur. Et en fait, ça aussi, ça montre quand même une limitation de la chose. C'est-à-dire que là, on a montré des fonctions assez simples de reconnaître un chien ou un chat. C'est facile, on peut dire 1 si tu réussis, si c'est vraiment un chat, 0 sinon. Mais il y a plein de fonctions qu'on voudrait pouvoir apprendre à une machine où en fait, décrire ça comme une seule valeur à minimiser, c'est pas forcément évident. Un exemple, c'est la conduite d'une voiture. Comment réduire tout ce système qui est complexe de gérer une voiture à juste une seule métrique à minimiser. On pourrait se dire naïvement, par exemple, bah, j'ai mon trajet GPS que je dois suivre, et puis plus ça va être de combien je m'écarte du chemin initial, et puis j'essaie de minimiser cet écartement pour suivre le chemin idéal. Mais à ce moment-là, il y a plein de cas, encore une fois, il y a plein de cas où il y aura des cas d'exception qu'on n'aura pas forcément anticipés, où on ne veut pas qu'il le fasse. Typiquement, s'il y a quelqu'un allongé au milieu de la route, même si j'ai envie d'aller du point A à point B, je n'ai pas envie que ce soit en passant, en écrasant la personne. À ce moment-là, j'ai envie de pouvoir m'écarter du chemin et de m'adapter. Donc, en pratique, pour certains problèmes, c'est assez simple, c'est assez direct d'avoir une seule grandeur qu'on veut minimiser. Donc, si on doit viser une cible ou des choses comme ça, on peut très facilement le faire. Mais pour des actions plus complexes, en fait, il y a quand même une limitation intrinsèque qui est minimiser un seul chiffre. C'est souvent trop simple par rapport à l'expression du problème comme on le veut. Aussi, donc ça nécessite beaucoup de paramètres. L'ordre de grandeur, les réseaux qui peuvent reconnaître les chiens, les chats, etc., ils ont au moins des millions de paramètres.
Et l'apprentissage est donc dit data-driven, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas lui donner de règles, il va inférer les règles à partir des données qu'on lui donne. Mais là aussi, ça pose des problèmes, c'est-à-dire qu'il faut que vos sets de données pour entraîner votre réseau soient représentatifs des données dans la vraie vie. Et c'est là où en fait on peut biaiser l'algorithme juste en le faisant travailler sur des sets de données biaisés. Par exemple, un exemple assez récent, c'est des gens qui ont montré que les technologies de face recognition pour déverrouiller son téléphone marchent beaucoup moins bien avec les visages de femmes noires. Parce qu'en fait, dans la pratique, les bases de données qu'on a sur Internet sont très biaisées vers des hommes blancs dans les datasets qu'on a. Et donc, en fait, si on ne fait pas attention à ça et qu'on donne juste toutes les photos qu'on a à notre algorithme, il va devenir très bon pour reconnaître les hommes blancs parce qu'il aura beaucoup d'exemples, mais beaucoup moins toutes les autres catégories de la population. Donc, ça montre deux problèmes, c'est qu'il faut bien contrôler le dataset qu'on a pour que ce soit bien représentatif du problème. Et aussi, ça nécessite beaucoup de données. Donc, on ne peut pas faire un algorithme chez soi à la maison. C'est pour ça que c'est plus facile si on s'appelle Google ou Facebook et qu'on a accès à des milliards de photos d'utilisateurs qu'on peut utiliser comme on veut. Et en fait, ces deux points montrent aussi quelque chose, c'est que les développements théoriques que je vous ai montrés sont quand même assez vieux, ça va des années 40 aux années 80, mais pourquoi c'est en 2012 que ça a percé et qu'on s'est rendu compte, ah ouais, ça marche quand même vachement bien les réseaux de neurones profonds, on peut les appliquer pour plein de choses. Mais en fait, c'est parce que les limitations et les progrès d'aujourd'hui sont dus principalement à l'amélioration des capacités de calcul et de l'accès aux données. En fait, finalement, on voit que ces deux points qui sont quantitatifs, en fait, sont un peu les principaux points, les principaux bottlenecks de notre processus, où en fait, c'est par la possibilité de calculer beaucoup plus vite et donc d'entraîner des réseaux beaucoup plus gros et en beaucoup moins de temps, et en ayant accès à plus de données, qu'en fait, on peut améliorer la chose. Là où dans les années 80, les gens trouvaient ça bien, parce que théoriquement, c'était sympa et ça marchait sur des petits exemples, reconnaître des chiffres, etc., mais ça ne marchait pas sur des visages. C'est parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas entraîner un réseau avec des millions de paramètres, ça prenait peut-être des années sur un ordinateur de l'époque, et donc ce n'était pas faisable. Alors que maintenant, bon, ça tourne en une semaine, donc c'est faisable. Donc c'est là où il y a quand même des avancées théoriques, il y a quand même des gens qui trouvent des choses pour mieux apprendre, mais c'est difficile de voir si les avancées actuelles sont pas, en tout cas théoriques, ne sont pas juste des petites méthodes pour un peu mieux optimiser ou un peu plus accélérer. Et finalement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gros shift sur l'approche théorique de l'apprentissage. Alors, ce n'est pas totalement vrai parce que maintenant, il y a des nouveaux mécanismes qui sont pris en compte, notamment les mécanismes d'attention, où on va essayer d'ajouter des modules pour que le réseau de neurones puisse se concentrer sur certaines parties de l'input et pas d'autres, etc. Et ça, apparemment, ça marche assez bien. Mais pour l'évolution générale, c'est quand même beaucoup plus lié à l'augmentation du software que tu as. On a l'impression que c'est plus juste en faisant plus gros que ça marche mieux qu'en étant intelligent d'ajouter des règles plus intelligentes que nous on fait. Ce qui reste dans la logique finalement de dire c'est pas à nous, finalement il faut juste laisser le système s'auto-organiser tout seul, il faut juste lui donner plein de pouvoirs computationnels pour qu'il puisse s'auto-organiser pour faire des systèmes gros, mais que nous diriger comment il va apprendre, ça ne marche pas super bien. Alors, il y a une neuroscience, parce que ça fait quand même longtemps que je parle et j'ai toujours pas parlé directement de neurosciences. Alors en fait, j'en ai un peu parlé parce qu'on a vu quand même à chaque fois les avancées théoriques ont été plus ou moins inspirées de connaissances sur le cerveau. Donc ça montre qu'il y a quand même des points communs entre les réseaux de neurones artificiels et les réseaux de neurones biologiques. Le premier étant que les deux étant des réseaux de neurones. Et en fait, une façon plus abstraite de le dire, c'est que ce sont des systèmes avec des unités très simples. Un neurone, l'unité de calcul du neurone, c'est pas grand-chose. Il fait une somme et puis après, il fait une fonction non linéaire pour dire 0 ou 1. Enfin, dans nos réseaux actuels, c'est plus 0 ou 1, c'est 0 ou un nombre. Mais en associant plein d'unités simples et de façon complexe, on va pouvoir faire émerger un comportement complexe à partir de cette quantité d'éléments simples. Aussi, les deux systèmes sont auto-organisés et en partie par la variation des poids des connexions. Alors, probablement que dans le cerveau, il y a quand même aussi d'autres choses. Il n'y a pas que la loi de Hebb qui régit ce qui se passe dans le cerveau. Il y a probablement d'autres processus d'apprentissage et d'adaptation, etc., qui ne sont pas tous très bien compris. Mais on a quand même des pistes. Je ne dis pas qu'on ne sait rien sur le cerveau, mais il y a probablement d'autres qui sont trop complexes, en tout cas, pour qu'on s'en inspire directement en IA. Et j'ai donné l'exemple des convolutions,
qui sont directement, on a vu comment fonctionnait un peu le cortex visuel et on s'est dit comment on peut faire en sorte que nos réseaux fonctionnent de la même manière. En pratique, ça a très bien marché, ils ont très bien pu s'adapter et ça a créé la révolution du deep learning qu'on connaît aujourd'hui. C'est parti des réseaux convolutionnels sur les images. Il y a quand même des différences assez importantes. La première étant, on a vu la règle principale d'apprentissage d'un réseau de neurones, c'est la rétropropagation de l'erreur. J'ai un exemple, j'ai un input, j'ai le label que je veux obtenir, et puis je regarde la différence, l'erreur, et je minimise cette erreur-là, en propageant en fait le signal d'erreur au travers de mon réseau. Et ça, c'est encore en débat, mais a priori, on ne connaît pas de signal d'erreur dans le cerveau qui jouerait ce rôle-là de rétropropager l'erreur. Il y a des recherches qui se font pour essayer de trouver si c'est un mécanisme qu'on connaît ou pas, mais qui pourrait être interprété de cette façon. Il y a des gens qui cherchent des signaux de rétropropagation d'erreur dans le cerveau. Mais c'est en débat, c'est pas sûr que ça existe, et même si ça existait, ce ne sera a priori pas le mécanisme principal d'apprentissage du cerveau humain, et en tout cas pas au même niveau qu'il l'est dans les réseaux artificiels où c'est la règle centrale. Donc je l'avais déjà dit quand on a montré les neurones de maculoépithète, mais les neurobiologiques sont bien plus complexes, notamment rien que parce qu'ils sont variés. En fait, nous, tous nos neurones sont identiques, ils varient juste par rapport à leur poids d'entrée et de sortie et leur endroit dans le réseau. Mais dans le cerveau, on a différents types de neurones qui ont différentes propriétés chimiques. Il y a différents types de connexions entre les neurones avec différents neurotransmetteurs. Donc, c'est une machinerie bien plus complexe que ce qu'on a dans un réseau artificiel. Aussi, les réseaux artificiels sont feed-forward. Donc, ça veut dire que l'information ne se propage que dans un sens. C'est-à-dire qu'on a notre input, par exemple notre image, et puis on va calculer donc hiérarchiquement, comme j'ai dit, avec les différents features, mais l'information va aller que dans un sens pour donner l'input. Alors que dans le cerveau, on sait qu'il y a beaucoup de connexions récurrentes qui font que, en fait, la façon dont les features de haut niveau qu'on va détecter vont influencer sur quelles features de bas niveau sur lesquelles on va se concentrer. Il va y avoir des phénomènes d'attention et de rétropropagation de l'information qui font qu'en fait, ça va s'adapter de façon plus fluide à ce qu'il y a et de façon récurrente dans le temps. Alors, il y a certains réseaux artificiels qui le font, il y a des réseaux récurrents, mais qui ne le font pas sur la même architecture, pas au même niveau que le cerveau. Donc, c'est quand même une grande différence. Et la plupart des réseaux artificiels sont quand même feed-forward. Il y en a quand même qui sont récurrents, mais ça reste un type différent de récurrence. Et enfin, il y a beaucoup, je vous ai montré le fonctionnement de base des réseaux neurones et en particulier des réseaux conventionnels. Il faut savoir qu'autour de tout ça, j'ai dit que ça avait évolué principalement grâce à l'évolution des ordinateurs qui calculent mieux et l'accès aux données, etc. Ce n'est pas totalement vrai parce qu'il y a aussi beaucoup de techniques d'optimisation qui ont été mises à jour au fil du temps pour mieux optimiser les poids, pour régulariser les poids, pour éviter certains problèmes de surapprentissage ou des choses comme ça, qui sont des processus totalement d'optimisation informatique, en fait. C'est vraiment juste, on a appliqué des formules que vous connaissez bien en statistique ou dans de l'optimisation pour contraindre nos réseaux, pour les faire mieux marcher, mais ce sont des mécanismes qui n'ont rien à voir avec le cerveau et où on ne s'est même pas inspiré du tout. Donc, je vais quand même passer à des applications en neurosciences, parce que du coup, on a vu que même si l'IA s'est inspirée des neurosciences, en fait, le sentiment que j'aimerais vous faire passer, surtout avec cette slide-là, c'est qu'on a commencé par s'inspirer des neurosciences, on s'est dit, comment fonctionne le cerveau, etc. Mais on a vu après, d'ailleurs, on sait maintenant que la vision de McCullough sur les neurones qui manipulent des phrases avec des valeurs vraies ou fausses, ce n'est pas du tout ce que font les neurones. Donc, on a vu qu'on s'est inspiré, on est parti de cette base-là pour s'inspirer et essayer de faire quelque chose qui ressemble, mais que plus on a avancé, plus on a fait des réseaux profonds, etc., plus on a ajouté des règles qui n'avaient rien à voir et on s'est juste dit « Oh, c'est génial, ça permet d'approximer n'importe quoi. » Alors, on va juste l'utiliser comme un système d'optimisation comme n'importe lequel et on va l'optimiser pour essayer de fitter des fonctions. Donc, on est parti d'une base du cerveau, on s'en est éloigné, même si on a fait des évolutions qui étaient plus ou moins inspirées de ce qui se passe dans le cerveau. On s'en est quand même éloigné pour faire juste des gros systèmes qui peuvent approximer n'importe quoi. Je vais vous montrer que maintenant, en fait, on peut
faire un lien pour revenir un peu vers le cerveau et les neurosciences. Et donc en particulier avec ce qu'on appelle le brain encoding and decoding. Donc c'est deux tâches qu'on peut faire avec de l'imagerie cérébrale. Donc là, en fait, ce qu'on voit là, c'est donc des images qu'on va montrer à la fois à une personne qui est dans un scanner IRM, donc on peut lui scanner, on sait son activité cérébrale, on le capture à différents instants. Donc on a globalement la réponse de son cerveau à une image. On sait à peu près quelle zone du cerveau s'allume quand il regarde une image. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner cette image à un réseau convolutionnel qui a été entraîné à classifier des images. Donc, voilà, il n'a jamais vu de données cérébrales, il a juste été entraîné à dire est-ce que c'est un oiseau sur l'image. Donc ce réseau-là, il va calculer les features de ces images-là, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, est-ce qu'il y a des lignes, est-ce qu'il y a des ronds, est-ce qu'il y a des choses, etc. Et en fait, tout ça, ça va donner des activations dans ces neurones artificiels. Lui, il a des neurones qui montrent un neurone à tel endroit qui dit est-ce qu'il y a une ligne à tel endroit, est-ce qu'il y a une tête d'oiseau à tel endroit. Et bien en fait, si on prend toutes ces activations-là, on va faire juste un mapping linéaire, donc on va faire une combinaison linéaire de toutes ces activités-là, donc on va juste les sommer entre elles avec des poids différents, on va juste en gros les ajuster, on va voir qu'on peut prédire quelle partie du cerveau va s'allumer, en fait, quand la personne regarde l'image. Donc ce que ça nous dit, ça, c'est qu'il y a une corrélation entre le pattern d'activation du réseau artificiel, quel neurone artificiel s'active en fonction d'une image, et le pattern d'activation du cerveau, quelle partie du cerveau s'allume quand je regarde la même image. Donc on va voir qu'on peut expliquer, on peut prédire l'activation du cerveau à certains endroits à partir de ce que calcule le réseau. Donc en fait, ça, ce que ça montre, c'est qu'il y a un alignement entre les features que détecte le réseau de neurones et les features que détecte le cerveau, alors qu'on ne lui a jamais demandé d'apprendre des features qui soient les mêmes que dans le cerveau. Il a juste appris ce qui était, lui, le réseau artificiel optimal pour classifier l'image. Donc, en fait, ce que ça montre, c'est que les features hiérarchisées que je vous ai montrées, etc., en fait, ben, c'est sensiblement la même organisation et le même type de features que vont détecter le cerveau. Donc, ça montre en fait que même si on a ces deux systèmes sur beaucoup de points très différents, qui apprennent pas du tout de la même manière, qui n'ont pas la même règle d'apprentissage, etc., et ben dans ces deux systèmes vont émerger les mêmes types de règles, en fait. Ils vont regarder les mêmes choses, les mêmes types de features dans une image. Et donc, on va pouvoir faire des correspondances entre les patterns d'activité du cerveau et du réseau. Donc, ce qu'on appelle encoding, c'est ça, en fait, c'est prédire le pattern d'activation du réseau selon un certain stimulus. Et donc, en l'occurrence, on le fait en utilisant les features du réseau artificiel. Et après, on peut le faire dans l'autre sens, où on va, à partir du pattern d'activation, en fait, on va pouvoir, comme je vous ai montré pour l'image avec les pizzas et les chiens, on peut en fait apprendre l'input, en fait optimiser l'input pour qu'il maximise l'activité dans les neurones artificiels qui prédisent le pattern d'activité du réseau du cerveau. Où en fait, on va essayer d'avoir l'image qui permet le mieux au réseau artificiel de prédire le pattern d'activité cérébrale. Et donc, c'est ce qu'on appelle le brain decoding, où à partir de l'activité du cerveau, on essaie de retrouver l'image qui était présentée à la personne et qu'est-ce qu'il était en train de faire. Donc là, c'est là où ça devient assez sexy. Et c'est, est-ce qu'on peut lire dans l'esprit des gens? Est-ce que, en regardant l'activité du cerveau, est-ce que je peux savoir à quoi vous pensez? Alors, bon, dans la pratique, c'est quand même impressionnant, mais c'est pas non plus, je vous rassure, on n'est pas encore au point où on va pouvoir lire dans vos rêves en live et voir qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Donc là, c'est des exemples d'algorithmes de brain decoding. Donc ici, en haut, vous avez l'image montrée à la personne et ce que le réseau arrive à reconstruire. Donc, on voit que c'est pas si mal, il y a des couleurs qui sont là, la forme générale est là. Mais bon, c'est encore une technologie assez balbutiante. Donc je vous ai mis deux exemples de deux papiers qui essaient de reproduire ça. Et celui-là, carrément, on voit que c'est pas mal parce qu'il arrive à voir où se concentre le focus, où est l'objet principal de l'image, mais il n'arrive pas du tout à refaire des textures ou des décors, etc.
Mais donc c'est intéressant, d'une part parce que ça nous montre que des principes d'apprentissage différents peuvent converger vers la même solution. Donc ça dit d'une certaine manière, il n'y a pas 36 000 façons d'analyser une image pour savoir si c'est un chat ou un chien, et que le réseau artificiel le fait à peu près de la même manière que le cerveau. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir potentiellement expliquer, comme les réseaux artificiels, c'est assez facile d'afficher l'activation, les activation maps ou les features qui sont censés détecter. On dit souvent le deep learning, c'est des boîtes noires, on ne sait pas ce qui se passe. C'est à moitié vrai, parce que comme c'est des réseaux qui sont très denses, qui sont très, très grands, avec beaucoup de neurones dedans, c'est difficile de dire ce que fait un neurone. D'autant plus que s'il y avait pour chaque neurone une règle qui nous disait exactement ce neurone s'active s'il y a exactement une roue et un guidon sur l'image, on voit que ça reviendrait à retomber sur un rule-based system, un système basé sur des règles. Et on a vu que ça ne marchait pas. Donc nécessairement, le réseau neurone a besoin d'être plus flexible. Et du coup, c'est en ça que c'est une boîte noire, c'est qu'il n'y a pas de règles exactes définies. Mais comme quand on vous demande comment vous arrivez à reconnaître un visage, vous ne seriez pas capable de donner une règle de ce qui se passe dans votre tête. Donc, dans ce sens-là, c'est un peu une boîte noire. Mais ce n'est pas tant une boîte noire que ça, dans le sens où on a des moyens de faire comme avec la photo de pizza, où on peut rétropropager pour maximiser et voir qu'est-ce qui maximise telle activation, etc. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir ce lien entre activité du réseau neuronal artificiel et activité cérébrale. C'est parce que du coup, on va pouvoir se dire, si on a des réseaux qui arrivent à prédire l'activité cérébrale, comme on peut plus ou moins expliquer qu'est-ce qui active le réseau, on peut l'utiliser en fait comme proxy pour savoir ce qui se passe dans le cerveau. Si j'ai tel type de neurone qui explique très bien l'activité dans telle zone du cerveau, et que ces neurones correspondent à tel type de features. Par exemple, ici, j'ai dans une couche où j'ai des neurones qui sont très sensibles au visage et qui expliquent très bien l'activité dans cette partie du cerveau. Moi, je vais en déduire que cette partie du cerveau est très probablement liée à la détection de visage. Donc, on va pouvoir... C'est là où, avant, on s'inspirait du cerveau humain et on essayait de construire des réseaux. Là, maintenant, nos réseaux, comme ils deviennent assez forts et qu'ils arrivent à faire des choses, on va pouvoir les utiliser comme proxy pour expliquer ce qui se passe dans le cerveau. Donc, c'est pas mal à la mode en ce moment de voir comment on peut faire. Parce que là, je vous ai montré avec des images, on peut le faire avec des modèles de traitement de langage, des modèles de traitement du son ou des modèles de mémoire et voir un peu ce qui leur sort. Et alors, autre chose qui est un peu moins répandue et qu'on essaye de développer au labo, c'est ce qu'on appelle le Brain Augmented Learning. C'est l'idée que si un réseau, une fois qu'il a été optimisé, il a des représentations internes qui correspondent aux représentations du cerveau, c'est que les représentations qu'on a, nous, les features qu'on détecte, sont utiles pour faire ce genre de tâches. Donc pourquoi pas, en fait, pendant l'apprentissage du réseau, donc on lui donne une image, il y a une erreur, on rétropropage l'erreur, pourquoi pas aussi forcer le réseau à être capable de prédire ce qui se passe dans le cerveau quand la personne voit la même image, en fait. Donc, on se demande si, parce qu'au lieu de le faire a posteriori, une fois que le réseau a été entraîné, voir comment il corrèle avec le cerveau, si pendant son apprentissage, on le force à corréler avec ce qui se passe dans le cerveau, et ben peut-être que ça va l'aider à faire ressortir ces features, ces patterns d'activation, enfin d'apprendre quelles features sont utiles, parce que ce sera des features qui non seulement seront utiles à sa tâche à lui, mais ce seront des features qui lui seront utiles aussi à décoder ce qui se passe, ou à encoder plutôt ce qui se passe dans le cerveau. Et donc potentiellement, ça pourrait adresser des problèmes, parmi les problèmes principaux qu'on a avec le deep learning actuel, qui est la quantité incroyable de données qu'il faut pour entraîner des réseaux. Peut-être que si on fait ça, ça pourrait marcher comme un super régularisateur qui pourrait permettre d'apprendre plus vite avec moins de données. Et aussi, comme on sait que le cerveau est multimodal, que si je vois une photo de chat ou si je lis le mot chat ou si je vois mon chat, eh ben, il y aura à peu près des mêmes zones de mon cerveau qui vont s'allumer parce que ça va correspondre au concept de chat en général, que ce soit une image ou un texte, etc. Et donc, on pourrait essayer d'imaginer exploiter cet aspect-là pour apprendre au réseau des représentations internes qui soient justement indépendantes du fait que ce soit une image ou pas en entrée.
Et c'est là où en fait on retourne sur la boucle de donc on avait la neuroscience qui a inspiré les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones peuvent potentiellement expliquer l'imagerie avec le encoding et decoding. Et la neuroscience pourrait encore améliorer les réseaux de neurones artificiels par directement en essayant d'imiter les patterns d'activité cérébrale. Et voilà, donc maintenant si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci François. J'essaie de regarder s'il y a des questions dans le chat. Sinon, n'hésitez pas à ouvrir le micro et parler. N'importe quelle personne, ça ferait plaisir à François d'y répondre. Moi, j'ai une question. Ouais. Je ne suis pas certaine si j'ai bien compris, mais à un moment donné, tu nous as dit qu'il y avait une corrélation entre les patterns d'activation des réseaux de neurones naturels et artificiels. Est-ce que ça veut dire, puis tu as dit qu'il y avait comme une émergence, que ça voulait dire en fait qu'il y avait une émergence des mêmes types de règles dans les deux, dans le réseau naturel et dans le réseau artificiel. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a comme une organisation optimale qui revient autant dans les deux? Oui, c'est ce qui. En fait, l'interprétation de ça, c'est que même si on a des mécanismes d'apprentissage très différents, en fait, dans tous les cas, la tâche nécessite certains features. En fait, pour reconnaître un chat, dans tous les cas, va falloir être capable de reconnaître une oreille ou un œil ou un museau. Et donc, même si le cerveau humain l'apprend d'une certaine manière, dont on n'est pas encore sûr que ça marche, et que le réseau artificiel l'apprend, lui, de façon plus bête, entre guillemets, avec juste cette histoire d'erreur-essai, erreur-essai, dans les deux cas, ils vont converger vers la même... Il n'y a pas 36 000 façons de reconnaître un chat, donc ils vont tous les deux converger vers des solutions qui vont être un peu similaires. C'est un peu ce qu'on a comme phénomène dans l'évolution biologique, où en fait, par différentes branches de l'arbre phylogénétique, eh ben, on va retrouver des espèces qui reproduisent les mêmes comportements et qui vont évoluer le même type d'attributs, je ne sais pas, des ailes, ou enfin, si ils sont dans un endroit où c'est utile de voler, et ben, même s'ils divergent et qu'ils passent par des chemins différents, en fait, si c'est super utile de voler, ils vont tous les deux trouver un moyen de faire pousser des ailes. C'est un peu le principe. Merci. Moi j'ai une petite question. J'attends s'il y a quelqu'un peut-être qui écrit. Non, il n'y a personne qui écrit. C'est un peu général, un peu plus philosophique là, je veux dire. On s'entend que les humains, on apprend, mais on comprend quand on apprend. Et selon toi ou selon les gens en IA, qu'est-ce que ça prend de comprendre la chose au lieu de juste apprendre de manière comme on apprend à l'ordinateur, de reconnaître une image? Parce que nous, tu me dis fais ça et ça et ça, je comprends le but, qu'est-ce que tu voulais me dire par ça, et je peux ne pas le faire exactement de la même manière que tu l'as fait, mais j'atteins le but principal. Et tout en comprenant, il y a une compréhension en fait de la chose. C'est une très très bonne question. C'est le problème de la sémantique en IA. Et c'est le principal problème qui avait été reproché au système expert, qui est toujours reproché d'ailleurs à beaucoup de systèmes. À l'époque, c'est là où ça avait fait grand bruit. C'est de dire, mais OK, votre modèle, il est capable de manipuler des symboles qui représentent tel symptôme, telle maladie, et d'associer et de vous donner la sortie qu'il veut. Mais l'algorithme, il ne sait pas ce que c'est une maladie, il ne sait pas ce que c'est un symptôme. Lui, il manipule que des symboles. Et même la façon à la base, il manipule que des 0 et des 1. Même mon CNN qui reconnaît un chat, lui, il voit un JPEG, mais il ne voit pas un JPEG. Juste, il lit une liste de 0 et de 1. Et donc, il y a une dissociation entre le symbole et le sens que nous, on lui donne quand on se comprend, quand on parle, et qu'on sait le lier au monde réel. Alors ça, c'est un débat extrêmement philosophique sur qu'est-ce que le sens, d'où il vient, où est l'origine du sens. Donc ça, je ne pourrais pas y répondre là parce que il faudrait demander à un philosophe qui a passé sa vie à l'étudier. Mais j'ai une intuition, donc je vais quand même donner mon avis.
Mon avis, c'est que le sens, c'est pas quelque chose qui est intrinsèque à l'objet. C'est qu'il n'y a pas l'image toute seule, même de chat, elle n'a pas le sens de chat. En fait, le sens, c'est le fait de la contextualiser dans un environnement plus grand qui, pour nous, est ce qu'on appelle le monde réel. C'est-à-dire que je sais ce que c'est le concept de chat sur une photo parce que j'ai déjà rencontré des chats dans le monde, j'ai déjà interagi avec. Mon avis, c'est que là, les réseaux, les algorithmes, ils n'ont pas de notion de sens, mais parce qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils ne vivent pas dans le monde réel. Tout ce qu'ils ont, c'est l'input que tu leur donnes, c'est ce que tu tapes sur ton clavier, et ils te donnent la réponse que tu veux qu'ils leur donnent. Mais donc mon algorithme ne saura jamais ce que c'est un chat, parce qu'il n'aura jamais rencontré de chat, il n'a pas d'interaction avec le monde réel. Donc, je ne pense pas que ce soit parce qu'il y a un principe fondamental qui fasse que non, les machines ne peuvent pas connaître le sens, c'est hors de leur portée, mais c'est plutôt que tel que c'est, dans la façon dont ils les utilisent, on ne leur permet pas d'avoir un univers suffisamment grand pour créer du sens qui corresponde à notre univers aussi à nous. Parce qu'après, on pourrait se mettre de point de vue de la machine, elle dit, je sais très bien ce que c'est une grippe. Une grippe, c'est quand tu me demandes tel symptôme, c'est ce que je te réponds et tu es content. Parce que dans son univers à lui, ça correspond à ça. Mais comme on n'est pas capable de les faire venir dans notre univers à nous et d'interagir dans le vrai monde, c'est normal qu'elle ne sache pas ce que c'est. Et je pense que mon intuition, c'est que ce sera possible de le faire, mais ça passera par un interfaçage plus complexe avec le monde. Et le jour où tu auras des robots qui, je sais pas, s'occupent de vieilles personnes dans des maisons de retraite et passent leur temps à interagir avec des gens, etc., là, elles auront peut-être des concepts, à partir du moment où elles peuvent partager des concepts avec quelqu'un d'autre. En fait, c'est plutôt ça. Le sens, ça n'a pas de sens si tu es tout seul. C'est quelque chose de collectif. Donc, à partir du moment où on est capable de les faire rentrer dans un collectif qui nous comporte à nous, elles auront le même sens que nous, on a. Mais ça demande aussi quand même pas mal de progrès techniques. Je ne suis pas prêt à laisser une machine s'occuper de ma grand-mère. Ouais, je pense que tu as dit un truc qui m'a fait réfléchir, c'est beaucoup d'interfaçage. Moi, j'avais une idée, c'est ça, c'est de créer quelque chose qui ressent une réalité comme notre réalité. Parce que la réalité de l'ordinateur, ça n'y a pas de... C'est ça, tu peux pas demander à ton ordinateur d'avoir un sens basique de la physique. Alors, si je lâche une pomme, elle tombe. Lui, il n'a pas d'interaction physique avec le monde. Donc, il ne peut pas être capable de faire le lien entre la gravité et tout ce qu'il peut faire, c'est calculer la formule de la force d'attraction. Mais je pense que c'est le jour où les machines seront immergées dans des interactions physiques que là, elles pourront... Sauf que ça voudrait dire aussi que le jour où les différents IA vont être en interaction ensemble, ils vont développer leur propre sens qui risque de ne pas être le même sens que nous, on a quand on est en interaction ensemble. Ils vont comme avoir probablement, oui. Parce que le système de sens d'une personne est, à mon sens, fondamentalement lié à l'interaction, au contexte dans lequel il est, autant que si on va au fin fond de la forêt amazonienne, voir les gens qui habitent là-bas, ils n'ont pas le même système de sens que nous, parce qu'ils ne vivent pas dans le même environnement et ils n'ont pas les mêmes repères, ils ne manipulent pas les mêmes symboles. Il y a une question dans le chat pour toi. Alors, je ne vois pas le chat, donc je veux bien que tu me la lises. Ah ouais? Je l'ai perdu. Il a disparu. Bon, alors, je peux peut-être arrêter de partager l'écran. Oui, je vois le chat. Okay. Feature detection, quelque chose de très bottom-up. Or, de plus en plus de neurosciences, on se rend compte que le cerveau semble davantage une machine à faire des prédictions, donc où le flux principal serait plus top-down. Oui, ouais, c'est une très bonne question. Je devrais peut-être la lire pour que tout le monde n'ait pas à la lire dans le chat. Tu nous as beaucoup parlé de feature detection, donc de quelque chose de très bottom-up. Or, de plus en plus en neurosciences, on se rend compte que le cerveau semble être davantage une machine à faire des prédictions, donc où le flux principal serait plus top-down. Ce qui monte dans le système, c'est justement l'écart entre la prédiction du cerveau et le monde réel. Tu as parlé un peu de comment certains systèmes de neurones artificiels intègrent une composante récurrente, mais j'aimerais t'entendre davantage là-dessus. Oui, c'est une très bonne question et c'est un axe de recherche assez touffu en intelligence artificielle où on se rend compte que dans le cerveau,
c'est pas justement ce que je disais quand je disais que les réseaux étaient feed-forward. Là, les réseaux conventionnels que je vous montre, c'est vraiment l'information va dans un sens, des features simples vers les features compliquées. Dans le cerveau, c'est pas ce qui se passe. On sait que quand je regarde une image, je vais d'abord voir les features simples, je vais les combiner entre eux pour voir les features compliquées, et donc je vais identifier, ah tiens, c'est un bonhomme au milieu d'un champ. Mais ça va redescendre vers mes features simples, et je vais notamment, par exemple, regarder plus son visage, et je vais me concentrer sur son visage, et je vais adapter pour voir en particulier les features simples au niveau de son visage, et ça va refaire un tour, et ça va remonter vers mes features, l'endroit où j'ai mes features plus compliquées. Je vais, ah, c'est tel visage, donc c'est telle personne. Et en fait, il y a ce genre de ping-pong top-down en permanence. Et une façon d'interpréter ça assez commune, c'est de dire le cerveau est une machine à prédire, et c'est à ça que ça sert d'être. Pourquoi on est surpris, ou pourquoi on rirait quand on voit quelque chose. Enfin, pourquoi la surprise est très importante, c'est qu'en fait, en permanence, on essaierait d'anticiper un peu le futur, et à chaque fois qu'il y a quelque chose de surprenant qui se passe, et ben, on l'intègre et on l'apprend, et comme ça, la prochaine fois, on sera plus à même de prédire ce qui se passe. Et en fait, que cette histoire de rétropropagation de l'erreur, en fait, ce serait ça l'erreur fondamentale qui est dans le cerveau, c'est j'essaye tout le temps d'anticiper ce qui va se passer, et je suis content quand je suis capable d'anticiper. C'est une théorie assez chouette. C'est même une théorie de la conscience. Pourquoi on serait conscient? En fait, la conscience, ce serait la façon dont on se représente le monde en interne, pour avoir une représentation interne du monde, pour voir à quel point elle dévie ou pas de ce qui se passe, et pouvoir l'ajuster et pouvoir apprendre comme ça. Effectivement, donc j'ai parlé de réseaux récurrents. Alors, les réseaux récurrents dont je parlais, c'est plutôt des réseaux, c'est les réseaux en fait qui servent à traiter les séries temporelles. Donc c'est parce qu'une image, elle est statique. Donc je montre mon image à mon réseau, il va me dire si c'est un chat ou pas, mais il aura juste cette image à traiter. Quand on veut traiter par exemple un flux audio ou un texte avec plusieurs mots, on va vouloir traiter un flux de données. Donc, il va falloir incorporer la dimension temporelle de nos données. Et actuellement, les réseaux récurrents, ce qu'ils font, c'est ça. Ils font une récurrence temporelle, et en fait, je lis un mot, le réseau se fait une représentation interne du mot, et puis il lit le suivant, et en fonction de la représentation du mot précédent et de celui-là, il comprend ce que c'est. Donc comme ça lui permet de lier dans le temps les différents mots qu'il voit. Donc c'est de la récurrence, mais c'est de la récurrence très contrôlée et très engineered. Enfin, c'est nous qui implémentons cette récurrence-là, et qui vont en disant, ah bah, tu vas regarder plus ou moins les mots précédents. Et ça marche, dans une certaine mesure, ça marche. Mais ça reste d'une certaine manière bottom-up, où c'est juste que je vais comparer la représentation que j'ai de mon mot précédent, mais mes représentations vont quand même aller que dans un sens dans mon réseau. Les mécanismes top-down, c'est un domaine de recherche. Il y a des gens qui essayent de l'implémenter. Je n'aurais pas d'exemple concret à donner, à part qu'on essaye de le faire, mais on n'a pas encore de framework. Enfin, à ma connaissance, de ce que je regarde, je n'ai pas vu de framework très efficace qui fasse ça. Mais là où ça bouge pas mal, où ça marche assez bien sur les réseaux récurrents, c'est les systèmes d'attention. Où en fait, avant, ce qu'on faisait, c'était juste pour un réseau qui traite des mots. Par exemple, il traduit une phrase. Chaque mot qu'il voit, il va se souvenir un petit peu des mots qu'il avait vus avant. Et il va se souvenir plus ou moins autant de ce qu'il a vu avant. Et maintenant, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est des systèmes d'attention où, en fonction du nouveau mot qu'il est en train de regarder, il va essayer de retrouver quel était le mot le plus pertinent dans tous les mots qu'il avait vus avant pour le mettre en lien. Et ça, c'est intéressant pour, par exemple, quand on traduit une phrase et qu'on veut traduire un pronom, j'ai fait tomber la balle sur la table et je l'ai cassée. Qu'est-ce que c'est le? Eh ben, il faut savoir à quel mot ça correspond dans le passé. Et là, en fait, nous, on le fait instinctivement, mais un mécanisme qui marche bien, c'est un mécanisme d'attention, où quel était le truc le plus intéressant avant et qui correspond le mieux à ça. Et ces mécanismes d'attention, tu peux les voir un peu
comme un système top-down, dans le sens où tu vas retenir toutes les représentations haut niveau de ce que tu as vu avant. Et au moment opportun, quand tu as une nouvelle représentation, tu vas la comparer à toutes les représentations haut niveau que tu as en mémoire. Et tu vas choisir celle qui correspond. Donc, on s'y approche. Je suis d'accord que c'est un aspect assez fondamental de comment on traite l'information, qu'on sait être très importante dans le cerveau humain. Ce n'est pas encore le cas trop dans les réseaux artificiels, mais je dirais que ça s'en va et que c'est encore un domaine où on a besoin de s'inspirer du réseau biologique pour améliorer le réseau artificiel. Donc voilà, je sais pas si ça a beaucoup éclairé tout ça, mais c'est effectivement une direction super intéressante. Notamment, peut-être je peux faire le lien avec cette histoire de sens. C'est que j'ai vu un truc qui m'a vachement impressionné. J'ai vu ça il y a 2 jours dans une talk d'un type de Google qui parlait d'éthique et qui en a profité pour nous montrer un peu le dernier chatbot que Google a fait, qui s'appelle Lambda, où, pour le coup, bon, je pensais qu'ils étaient un peu overhypés, où il nous dit « Ah, c'est la première fois que j'ai eu l'impression de parler avec une intelligence artificielle générale, AGI, une intelligence qui aurait un sens commun, etc. » Souvent, quand les gens disent ça, bon, ça fait des années qu'on nous dit que ah oui, on peut passer le Turing test, etc. Mais si vous avez déjà interagi avec Siri, vous savez que vous comprenez qu'on n'a pas l'impression de parler à une vraie personne. Et il nous a montré le truc, et franchement, j'étais assez bluffé. On avait l'impression qu'il avait plus ou moins un sens de physique. Il avait donné typiquement cette phrase « J'ai laissé tomber une balle sur la table et je l'ai cassée », et il demande à Lambda, à ton avis, qu'est-ce que c'est le… Et il dit, ah, bah, si c'est une table en verre, c'est probablement la table. Après, il dit, ah, et si c'est une table en pierre? Et Lambda lui répond, ah, la pierre est le matériau le plus solide. Ça ne peut pas casser. Et donc, il fait des liens entre les trucs physiques. Alors, c'est pas magique parce qu'en fait, ce qu'a fait le réseau, il a été entraîné sur plein de discussions. Donc, je ne sais pas où ils sont allés chercher leurs discussions en ligne, mais ils ont trouvé plein de trucs de forum. Donc, on peut imaginer que Lambda a juste retenu que dans les forums, les gens, quand ils parlent de la pierre, ils disent que c'est très solide. Mais on voit que juste en fait en faisant ce lien, et donc aussi Lambda, le principal avantage, c'est que par rapport aux autres agents conversionnels précédents, c'est que ça utilise de l'attention, un mécanisme d'attention assez fort. Et donc on voit que si on submerge notre agent avec suffisamment de données de plein de gens qui, eux, interagissent avec le monde réel, donc où la physique du monde réel se reflète dans ce que les gens disent, etc., et qu'on lui donne un mécanisme d'attention pour, en fonction de la situation, aller chercher ce qui va bien, il est capable d'ingérer ces trucs-là et on a l'impression qu'il sait ce que c'est que la physique et qu'il sait ce que c'est qu'il sait qu'une table en pierre ne va pas se briser là où une table en verre va se briser. Donc, c'est là qu'on voit qu'il manque toujours une composante principale pour avoir le sens. Il y a quelque chose, ou une ou des composantes principales. Bah, moi, l'interprétation que j'en ai, c'est qu'en fait, ce qui manque, c'est le contexte. Et une des façons de résoudre ça, c'est juste donner énormément de données. Si tu laisses ton algorithme lire tout ce qu'il y a sur Internet, il aura vu suffisamment de conversations où les gens associent l'adjectif dur au mot pierre pour après te sortir dans une conversation. Ah oui, la table en pierre, elle est vraiment très très dure. Donc, mais il faudrait voir ce qu'un enfant apprend pareillement aussi. Je ne pense pas. Un enfant ne lit pas tout l'Internet avant de pouvoir faire une discussion. Il a cette composante-là du sens dès le jeune âge et c'est ça qu'il y a quelque chose qui est plus… Il y a probablement, parce que aussi, ce qu'il y a, c'est qu'il y a probablement, le cerveau est, entre guillemets, pré-optimisé, dans le sens où il provient d'un long processus d'évolution. Ouais. On sait qu'il y a certains procédés qui sont hard-codés dans le cerveau, dans le sens où tu n'as pas besoin de les apprendre. La douleur, tu ne l'apprends pas. Quand tu mets ta main dans le feu, tu la retires parce que tu as mal, mais ce n'est pas quelque chose que tu apprends. Mais est-ce qu'il y a des recherches c'est ça que je voulais à venir en fait, est-ce qu'il y a des recherches qui partent d'un réseau qui est déjà, il a une base hard-codée, qui représente un peu notre biologie interne, comme nous, on vient pas tabula rasa, on a déjà des neurones et des réseaux qui se sont déjà formés. À ma connaissance, ça nécessiterait de pouvoir modéliser le cerveau, et ça, des gens essaient de faire ça, de modéliser le cerveau physiquement, en fait, faire un truc qui modélise
quelle activité électrique, à quel endroit, etc. Sauf que ça, c'est très, très dur parce que j'ai dit, dans les réseaux artificiels, il y a des millions de paramètres. Dans le cerveau, il y a, de mémoire, c'est 10 puissance 12 neurones, un truc comme ça, 10 puissance 14 connexions. Enfin, c'est faramineux. Ouais. Et à l'heure actuelle, on sait modéliser par ordinateur complètement des petites parties de cortex, mais modéliser tout un cerveau qu'on puisse faire interagir et après essayer de partir de ça pour faire une IA, c'est encore de la science-fiction. Juste d'un point de vue matériel, c'est encore de la science-fiction. Et non, à ma connaissance, on part toujours de from scratch, on part de réseaux qui savent rien et on les entraîne. Ouais. Mais ce qui se fait beaucoup, maintenant, c'est du transfer learning. C'est-à-dire que tu as Google qui a entraîné un réseau sur des millions d'images à reconnaître des images. Et toi, tu veux un réseau, mais qui reconnaisse un certain type de chat d'un autre type de chat. Alors que le réseau de Google, c'est juste chat en général. Et toi, tu veux qu'il sépare, je sais pas, les chats siamois des chats persans. Et ben, tu vas pouvoir en fait prendre le réseau déjà entraîné par Google et puis après, toi, le rentraîner par-dessus sur ta tâche. Mais le fait qu'il parte des poids appris par Google, en fait, il va apprendre beaucoup plus vite. Ouais. Et donc, c'est un peu marrant de voir que on reproduit un peu ce qui se passe dans la nature où c'est quand même plus pratique de naître avec un cerveau qui a des concepts comme la douleur, enfin, qui a des trucs déjà hardcodés. Nous-mêmes, on le fait aussi de temps en temps parce que quand c'est des applications vraiment pratiques, plutôt que de réentraîner un réseau avec des milliards d'images, tu reprends le truc de Google et tu le réentraînes. Après, de là, on trouve un truc biologique, c'est difficile. En fait, il faudrait avoir un lien directement. C'est quand même un peu la même idée du brain augmented learning, dans le sens où on se dit, le cerveau, on a déjà un cerveau qui est optimisé pour avoir les bons patterns d'activité en fonction des bonnes entrées, qu'on peut essayer d'utiliser cette correspondance entre input et pattern pour forcer notre réseau artificiel à un peu correspondre à ça. Ouais. Ça reste assez limité, mais c'est parce qu'on n'a pas de. Faudrait faire un modèle. Faudrait d'abord faire une modélisation physique du cerveau pour pouvoir utiliser directement un cerveau et ensuite apprendre. Et ça, c'est un peu trop dur. C'est ce que toi, tu vas faire. Peut-être dans 10 ans. Merci François, c'est vraiment intéressant et très informatif et ouais, vraiment un grand merci. Ça m'a fait plaisir. Donc on va te dire bye bye.